Mon nom est Raymond Provost, je suis attaché politique d'André Villeneuve, député de Berthier. Et je vous salue donc ce soir et vous remercie d'être là pour cette belle soirée où on réunit les membres de la communauté, parents, enseignants, les gens d'affaires, les représentants des municipalités, des organismes du milieu. Alors, je sais comment c'est important pour vous, parce que vous êtes ici ce soir, comment c'est important pour vous de bien préparer l'avenir dans ce monde en constante transformation. C'est ce que on va vous présenter ce soir, c'est ce qu'on va vous parler ce soir. On va vous parler de l'avenir de nos enfants, de leur formation, de leur évolution, afin qu'ils puissent être les plus nombreux possibles à s'intégrer et à contribuer à notre vie sociale et économique. Et à faire du Québec une société forte, informée et concurrentielle, prospère, prête à affronter les défis d'aujourd'hui et de demain. Une société qui offre la possibilité et les moyens à chacun de trouver sa place et de participer au bien commun. Nous allons entendre ce soir M. le député André Villeneuve, qui est à l'origine de cette tournée en 5 étapes, qui en est d'ailleurs à son 4e arrêt ce soir. Nous nous sommes déplacés un peu partout dans le comté. On a commencé la tournée à Saint-Michel-des-Saints il y a quelques semaines. On s'est déplacé également à Saint-Félix-de-Valois, également à Berthierville il y a à peu près 2 semaines. Et la semaine prochaine, nous serons, pour terminer la tournée, à Saint-Gabriel-de-Brandon. M. Villeneuve aura l'occasion de nous expliquer les raisons qui l'ont amené à organiser cette tournée avec des partenaires du milieu et du monde de l'éducation. Ces partenaires qui viendront par la suite, à tour de rôle, faire part des nombreuses initiatives et exposer approches et programmes qui font en sorte que nos jeunes s'engagent et accomplissent le parcours de la réussite. Avec eux, nous ne serons plus que porteurs d'espoir. Nous vous présenterons également des solutions ce soir. Vous pouvez avoir accès d'ailleurs à un court résumé de l'apport de nos partenaires en consultant le programme de la soirée. Donc, nos partenaires ce soir sont Mme Nadia Rousseau, Mme Rousseau qui est professeure titulaire au département des sciences et de l'éducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Également, Mesdames Martine Desgranges et Nicole Neveu, respectivement directrice générale des Carrefours Jeunesse Emploi de Matawini et de Dautré-Joliette. Aussi, Mme Sylvie Anctil. Mme Anctil est directrice générale adjointe de la commission scolaire des Samars, partenaire de cette tournée. Et elle sera en compagnie également, Mme Anctil, ce soir, de Mme Jackie Lévesque. Mme Lévesque est directrice des écoles primaires de Lavaltrie et de M. Daniel Frappier. M. Frappier est directeur de l'école secondaire de la Rive, ici même, où se déroule donc cette réunion ce soir. D'ailleurs, nous aimerions remercier la commission scolaire des Samars et son président, M. François Charbonneau, d'avoir mis à notre disposition ses locaux et ses installations. Voici donc l'initiateur de cette tournée. Je vous le présente, vous le connaissez sûrement, le député de Berthier, M. André Villeneuve. Bonsoir tout le monde. Salutations particulières. Écoutez, on a quorum. On pourrait tenir une réunion spéciale de la municipalité de Lavaltrie. Merci beaucoup d'être là, tout le monde, parce que vous allez voir, vous ne le regretterez pas. Vous allez passer une soirée qui va changer, j'en suis convaincu, votre perception du décrochage scolaire ou de la persévérance scolaire. Juste peut-être, là, je vais juste appuyer sur le bon bouton. Voilà. Je vais être très court parce que je veux laisser la place à nos conférencières et à nos conférenciers. Le message qu'ils portent est tellement important. Et je salue aussi CTRB qui est ici ce soir et qui pourra diffuser finalement les conférences sur le câble. Donc, premier point, briser le discours négatif. Là, je ne vous apprends rien. Là. Moi-même, je suis quelqu'un qui a été un peu happé par ce discours négatif-là qu'on entend trop. Il y a des choses, de belles choses qui se font au Québec ou ailleurs. Alors, assurons-nous, à tout le moins, que ce qui se fait de bien, qu'on le sache et puis qu'on puisse aussi en faire la promotion. Donc, diffuser et valoriser les interventions des divers intervenants de la région, c'est un peu ce que je viens de dire. Provoquer des échanges, c'est ce qu'on verra ce soir. Alors, suite aux conférences, à chacune des interventions, vous pourrez, à la fin, poser des questions
non pas à la toute fin, mais à la fin de chacune des interventions des conférencières ou des conférenciers. Donc, et provoquer des échanges et contribuer aux efforts actuels et futurs. Alors, sans plus tarder, moi, je cède la parole à Mme Rousseau. C'est vous qui débutez, Mme Rousseau? Alors, bonne soirée à tous et merci d'être là encore une fois. Je suis contente que tout le monde soit en bas. J'avais peur d'être obligée de monter en haut. Je vais juste afficher le PowerPoint. Voilà. Alors, écoutez, je suis vraiment contente parce que vous êtes nombreux. Puis je dois vous dire que ça produit une belle adrénaline. Hein? Puis je pense qu'on est tous contents. Alors, merci d'être là. Je trouve ça vraiment agréable et stimulant. La présentation que je vais vous faire porte sur le travail qu'on fait, mais avec un statut de chercheur. Donc, moi, je suis à l'UQTR. Alors, ma perspective est peut-être différente des autres qui vont suivre tout à l'heure, mais l'idée, c'est vraiment de démontrer que la persévérance scolaire, bien, on le regarde et on y travaille sous différents angles, et c'est un angle qui est aussi important et à considérer. Ça va être drôle, je vais être occupée des deux mains. Hein? Veux-tu? C'est excellent. Je suis profondément droitière, vous savez. Donc, la chaire de recherche Normand Maurice et le KISAC, c'est deux regroupements. C'est important d'en parler et de voir les objectifs qui y sont associés parce que ça transforme un peu le travail, puis il y a des fondements en dessous de ça. D'abord, vous dire que la chaire de recherche Normand Maurice, le nom est effectivement en l'honneur de M. Normand Maurice. Et ce que Normand avait de fort particulier, c'était de croire aux enfants envers et contre tous. Alors, qu'un élève soit en petite, grande, moyenne difficulté, que les difficultés soient plus de l'ordre familial ou social ou scolaire, il n'y avait absolument rien à son épreuve. Et peut-être que les mots qu'il utilisait peuvent sembler choquants, mais en même temps, Normand aimait provoquer. Mais il disait toujours, écoute, je ne peux pas croire qu'on peut recycler des vidanges, mais qu'on ne peut rien faire avec des enfants. Fait que l'image était grossière, elle choquait, mais en même temps, elle réveillait parfois. Puis il arrivait donc à prendre des jeunes en grande difficulté et les amener au bout de leur projet. Alors nous, à la chaire, comme on travaille beaucoup dans la perspective de l'école, donc de travailler à l'école, avec l'école, pour tous les élèves, Normand était vraiment, pour nous, une personne importante. Donc, le KISAC, Qualification et insertion socio-professionnelle des jeunes adultes québécois, qui ont été reconnus en difficulté lors de leur passage à l'école. Pourquoi ce regroupement-là? Encore une fois, ce qu'on vise, c'est que les jeunes, qu'ils aient ou non des difficultés, puissent avoir des aspirations professionnelles et puissent toucher à une forme de qualification. Que les années passées sur les bancs d'école se traduisent par une reconnaissance officielle, alors qu'on ne parte pas de là les mains vides. Donc, deux regroupements. Les objectifs, sensibiliser le personnel scolaire et la communauté à la réalité quotidienne des élèves qui ont des défis importants. Et on va voir, je vais les décortiquer tout à l'heure les deux et vous montrer un peu qu'est-ce qu'on fait pour répondre au premier objectif et qu'est-ce qu'on fait pour répondre au deuxième. Et ensuite, favoriser l'obtention d'un premier diplôme chez ces élèves en contribuant au changement en contexte scolaire. Et ça, c'est un très gros défi. C'est des structures, c'est des habitudes. Et on s'est rendu compte dans la recherche que quand on brasse tout ça et qu'on produit d'autres choses, bien, ça donne de très beaux résultats. Donc, on travaille à l'accompagnement. Cet accompagnement-là est pourquoi changer l'école? Pour la qualité de l'expérience scolaire. On va en reparler plus spécifiquement tout à l'heure. La réussite scolaire, le sentiment de bien-être et l'accroissement de la participation sociale. C'est certain que comme nous, on part de l'université, on part nécessairement de la recherche. Donc, le travail qu'on fait est toujours appuyé sur des constats de recherche. C'est notre fonction, si l'on veut, et c'est ce qu'on tente de faire là, quand on répond à nos objectifs. Premier objectif, donc, qui touche autant la chaire que le KISAC, sensibiliser le personnel scolaire, la communauté,
à la réalité quotidienne des élèves qui ont des défis importants. Je vous dirais que depuis à peu près 15 ans, mon travail, c'est pas l'unique, mais principal, c'est d'aller m'asseoir avec des jeunes, du primaire, du secondaire, du secteur des adultes, des jeunes inscrits dans des parcours de formation axés sur l'emploi, pour qu'ils me parlent de leur expérience scolaire. Ce travail-là, quand il a débuté au primaire, j'ai été vraiment étonnée de constater que même à 8 ans puis à 9 ans, les enfants en difficulté nous parlaient de détresse, de peine, sentiment d'être innocent, idiot, etc. Ça m'a vraiment heurtée, je dirais, ça m'a vraiment touchée parce qu'on sous-estime comment eux perçoivent leur expérience. Hein? On pense souvent en fonction de leur réussite scolaire, mais comment ça se vit au quotidien, c'est quelque chose sur lequel on ne va pas souvent s'informer. Vous avez là 3 références, 3 exemples, en fait, de jeunes. Un jeune qui nous dit « C'est pas parce que tu as de la misère à l'école que tu es un débile. » Alors, c'est mis 3 extraits juste pour vous illustrer un peu les propos qu'ils peuvent nous donner. À l'école, ils ne font pas la différence entre de la misère à apprendre puis avoir des troubles de comportement. Ils te placent avec des élèves qui ont plein de problèmes. Moi, j'avais juste de la misère à apprendre. C'est certain que l'école pourrait nous dire « Non, non, c'est pas ça qu'on fait. » Nous, on part de la perception du jeune. Parce que si c'est la perception qu'a le jeune de sa situation scolaire, c'est clair que ça ne contribue pas à apprendre puis à s'engager dans le processus d'apprentissage. Alors, il faut bien le situer. Ce jeune-là, le deuxième, c'est un jeune qui m'a profondément marqué. C'est un jeune qui avait un trouble spécifique d'apprentissage, qui voulait être ambulancier, mais dès le primaire, on l'avait placé avec des jeunes avec plein de difficultés. Donc, le trouble d'apprentissage était il y a plein de stratégies qu'on peut mettre en place, mais c'est un peu dissous à travers plein d'autres problématiques qui se retrouvaient dans la classe. Un autre qui dit, c'est pas parce que quelqu'un ne réussit pas à l'école qu'il ne réussira pas sa vie, parce qu'on a tous des quelque chose en nous autres. Et là, on est rendu aux adultes. Le jeune qui nous dit ça. Alors, c'est un jeune qui est de retour aux adultes, mais malgré tout, on voit que l'emprise de l'histoire personnelle est très forte. Alors, pour comprendre, quand je vous dis qu'on fait des liens avec la recherche, pourquoi on s'intéresse à l'expérience des jeunes et en quoi ça vient contribuer ou nuire à la réussite scolaire et à la persévérance, c'est que d'une part, l'expérience scolaire, chez les enfants qui vivent des difficultés scolaires, elle est majoritairement à caractère ou à saveur négative. Donc ça, c'est majoritairement. Et c'est au secondaire où c'est plus fort dans les propos. C'est ce qu'ils ressentent, c'est ce qu'ils nous disent. Il peut y avoir des exceptions, hein, on s'entend, mais c'est majoritairement ce qui ressort. Pourtant, et surtout, le besoin d'être apprécié et compris par les acteurs, c'est un discours commun. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que mon expérience scolaire est difficile, mais j'ai tellement besoin d'être compris, malgré tout. Et ça, on nous le dit à 8 ans, on nous le dit à 12 ans, on nous le dit à 16 ans, puis on nous le dit à 24 ans. J'ai besoin de me sentir compris. Alors, quand on travaille en sensibilisation avec les écoles, on va mettre en évidence le discours des jeunes, puis on va mettre en évidence quels sont leurs besoins pour les aider à rester engagés pour mieux réussir. L'expérience scolaire vient colorer ou former ce qu'on appelle l'histoire personnelle du jeune. L'histoire personnelle, on a tous une histoire personnelle. Je vais vous donner un exemple niaiseux. Là. Vous vous êtes fait opérer à 8 ans, vous avez été traumatisé. Bien, à 40 ans, vous rentrez dans l'hôpital, puis il vous reste encore un arrière-goût. Hein, parce qu'on se dit, oh mon Dieu, le sentiment de panique, on le contrôle. On a grandi. Mais il est encore présent. Mais chez les jeunes, c'est la même chose. L'histoire personnelle scolaire va venir colorer mon rapport à l'école, mon rapport à l'enseignement, mon rapport au moment des devoirs et des leçons. C'est partie prenante. Donc, l'histoire personnelle va faire en sorte qu'on a des jeunes qui se sentent très compétents, mais que d'autres se sentent incompétents. Va faire en sorte qu'on a des jeunes qui se sentent appréciés et que d'autres se sentent peu appréciés. Un commentaire à un premier de classe à qui on va dire « J'aimerais que tu améliores ton premier paragraphe », c'est aucunement menaçant. Parce que je suis un premier de classe, puis parce que
j'ai un sentiment de compétence dans cette classe-là. Mais le même commentaire, j'aimerais que tu améliores ton premier paragraphe à un jeune qui n'a pas ce sentiment de compétence-là et qui a tout donné pour faire son paragraphe. Il est plus vulnérable. Ce que lui comprend, mon prof n'est pas encore content. Ce n'est pas l'intention de communication, mais c'est ce qui est perçu par le jeune. Donc, notre histoire personnelle vient influencer notre rapport à l'autre. Ça influence notre sentiment d'être en contrôle ou non devant une tâche donnée. Et en bout de ligne, ça vient influencer aussi l'importance que j'accorde à cette tâche-là. Même exemple français, si ça fait 8 ans que j'ai de la misère en français, à un moment donné, au lieu d'être toujours confronté au sentiment d'incompétence, puis avoir l'impression d'être jugé, j'arrête. J'arrête de faire du français. Ça peut sembler, aux yeux de l'école, pas correct. Ça peut être décourageant pour les parents, mais en fait, le jeune est en train de se préserver. Ce qu'il fait là, c'est une stratégie efficace pour lui, même si ce n'est pas la meilleure stratégie. Fait qu'il ne faut pas se rendre là. L'histoire personnelle, elle, va venir influencer l'impression que j'ai sur ma place et mon rôle dans la société. Donc, la place perçue dans le monde qui m'entoure, si je me sens en confiance, malgré mes difficultés, je vais m'engager davantage. Si je n'ai pas le sentiment d'être jugée, malgré mes difficultés, je vais m'engager davantage. À l'inverse, si j'ai le sentiment d'être jugée, je m'engage moins, puis graduellement, je peux cesser de m'engager. L'estime de soi et toutes les dimensions qui sont là, ce qu'on sait, c'est que les élèves qui ont une expérience scolaire négative, une perception de l'expérience scolaire négative, vont développer une estime de soi scolaire et globale qui est beaucoup moins forte. Puis je nomme les deux parce qu'elles sont importantes. L'estime de soi scolaire, c'est comment je me sens, quelle est la perception de moi comme élève qui apprend. Alors, à la limite, peut-être que mon estime de soi scolaire est nulle. C'est plate, mais ce n'est pas dramatique. Parce que quand je suis adulte, je n'ai pas toujours l'école accrochée dans mon cou. Hein? À un moment donné, je vais travailler, je vais faire autre chose. Les enfants, en fait, qui développent une estime de soi globale négative, c'est ces jeunes-là qui sont en danger. Parce qu'après l'école, il y a la vie. Alors, l'estime de soi globale, qui est faible, qui est affectée par l'expérience scolaire, c'est là où nous, on dit non, il faut intervenir. Un exemple pour les parents, s'il y en a, je vais vous donner encore un exemple de trouble d'apprentissage. Un jeune qui a un trouble d'apprentissage, qui a travaillé, a fait ses devoirs et va à l'école le lendemain et malgré tout, ne réussit pas la tâche. Il revient à la maison et, sans mauvaise volonté, la conséquence, c'est d'enlever la natation. Pourquoi? Parce qu'il est bon là-dedans. Puis parce qu'il aime ça, la natation. Puis tu sais, des fois, les parents, on est tannés. Moi, j'ai 2 gars, hein? Des fois, on est tannés. Puis la punition ou on veut démontrer que c'est important l'école, puis on se dit, garde, si j'enlève quelque chose qui fait mal, il va comprendre que c'est important, puis il va travailler plus. Bien là, on est en train de jouer dans l'estime de soi globale. Parce que la natation, c'est pas dans l'école et c'est là où il est en train de se réaliser malgré ses difficultés scolaires. Donc, il y a plein de nuances. Puis vous allez voir, moi, je parle pas de matière, hein, je parle pas d'enseignement. On parle vraiment d'aider de par la relation, de par la compréhension, de par les gestes que l'on pose et ceux qu'on ne pose plus, à préserver l'estime, à valoriser le jeune là où il est capable, puis à mettre peut-être un petit peu moins d'emphase là où c'est plus difficile pour préserver la confiance, pour solliciter l'engagement et pour l'aider à continuer malgré tout. Si t'es bonne. Parce qu'elle m'a entendu souvent. Alors, pour aider à sensibiliser, on développe des outils. Les outils de sensibilisation, j'ai mis quelques exemples. Dans La trousse dans les bottines de Benoît, c'est un exemple. Ça raconte l'histoire, ce qui est commun dans l'histoire de tous les enfants du primaire qui vivent avec un trouble d'apprentissage au niveau de leur expérience scolaire. C'est associé de d'autres outils. C'est destiné et au milieu scolaire
et aux autres élèves qui gravitent dans l'école et aux parents, parce que ça renseigne aussi sur le trouble d'apprentissage. Le journal de Benoît, c'est qu'on a travaillé beaucoup avec les écoles de l'Ontario, puis il nous disait toujours, ça nous prendra un Benoît ado. Ça nous prendra un Benoît ado. Puis ils n'avaient pas tort parce qu'à l'adolescence, les préoccupations puis la nature de l'expérience scolaire changent. Alors là, c'est plus juste que j'ai de la peine parce que je ne suis pas aussi bon que mes amis, mais j'ai des inquiétudes par rapport à l'avenir, j'ai des inquiétudes par rapport à ce que je vais faire plus tard. J'ai beaucoup de frustration par rapport à tout ce que moi, je ne peux pas choisir comme programme parce que j'ai de la difficulté. Donc, la situation des adolescents qui vivent avec un trouble d'apprentissage est développée ici. C'est bon? Yeah! Connaissance de soi. L'autre dimension qu'on travaille, outre la sensibilisation, c'est la connaissance de soi. Parce que ça, c'est ce qui me fait le plus triper. La connaissance de soi, les jeunes qu'on rencontre. Puis on leur demande, pourquoi tu as de la misère à l'école? Ça, c'est la première question. Après le bonjour et tout, là, pourquoi tu as de la misère à l'école? Là, au primaire, ils vont nous dire, les filles vont nous dire, je suis folle, c'est parce que je ne comprends pas, ça me fait peur. Les gars vont nous dire, je suis con. Je suis stupide. Moi, chez nous, mon père aussi avait de la misère à l'école. Alors, c'est des propos qui mettent en doute leur possibilité même d'apprendre, alors que le trouble d'apprentissage, c'est tout sauf ça. Quand on les voit au secondaire, on leur demande « Pourquoi tu as de la misère à l'école? » Et là, ils vont nous dire « Ben moi, je suis toujours en problème, j'ai des troubles de comportement, le prof m'aime pas à face. » Là, ils sortent plein d'affaires, mais ils sont plus sûrs que je suis stupide ou c'est triste. Ils sont vraiment plus sur « j'ai des gros problèmes de comportement ». Pourtant, ces jeunes-là à qui on pose les questions, c'est des jeunes qui ont des troubles d'apprentissage. Puis la première condition pour avoir un trouble d'apprentissage, c'est d'être intelligent. Fait que toute l'histoire de « je suis con, je suis nul, je suis pas, je suis cave », etc., là, ça ne tient pas la route. Et donc, la connaissance de soi, c'est de les aider à comprendre, un, comment ça s'appelle, puis deux, pourquoi j'ai de la misère. Puis juste ça, là, les épaules baissent parce qu'ils vont nous dire « je suis intelligent, oui, ah ouais », puis c'est le soulagement absolu parce qu'ils doutaient. L'idée de la connaissance de soi, l'analogie que j'aime beaucoup faire parce qu'elle a fait aussi l'objet de recherche, c'est la personne qui vit avec une maladie chronique. Plus on connaît notre maladie chronique, meilleure est notre qualité de vie. Bien, au niveau des troubles d'apprentissage, on a vu dans la recherche que plus on connaît notre trouble d'apprentissage, meilleure est notre qualité de vie. Parce qu'on est capable de faire la différence entre être nul et avoir de la difficulté en écriture. C'est deux choses complètement différentes. Hein? Alors, ça nous permet de mieux saisir nos difficultés puis de miser sur nos forces pour les compenser. Il faut que tu recules, parce que là, tu as été une petite affaire trop vite. Avec la connaissance de soi, donc des outils pour la développer. Ce que vous voyez à droite, laboratoire de technologie d'aide, c'est une stratégie compensatoire. Les technos d'aide, pour bien les utiliser, il faut savoir pourquoi on les utilise, il faut bien les connaître. Donc, on a créé aussi un laboratoire de techno d'aide avec une école secondaire qui a travaillé la connaissance de soi. C'était pour vous donner un autre exemple. Tu peux faire un autre clic. Voici Annie. Annie, c'est aussi la connaissance de soi des enfants qui vivent avec une dysphasie. Même chose, beaucoup de frustration, une expérience scolaire difficile parce qu'on n'arrive pas à s'exprimer comme on le souhaiterait. Ça crée des malaises, ça crée des craintes. Alors, c'est une trousse de sensibilisation aux troubles de la communication où on voit à la fois et l'expérience scolaire et la connaissance de son trouble. Ça nous amène au deuxième objectif. Le deuxième objectif, donc, favoriser l'obtention d'un premier diplôme. J'ai mis encore une fois certaines citations de jeunes. C'est eux qui nous disent, ils nous disent pas juste c'est dur l'école, ils nous disent voici ce qui m'aide. Voici ce qui pour moi est porteur puis qui m'aide à persévérer. Alors on voit là des profs compréhensifs, ils nous écoutent, ils aiment ce qu'ils font comme job, ils sont là pour nous aider à apprendre, pas pour nous critiquer. Moi, mon prof, il m'aime quand même, puis ma mère, elle croit en moi. Les mères, là il y a beaucoup de monsieur ce soir, désolée. Mais c'est les mères qui sont nommées. Les mères reviennent constamment dans le discours des jeunes
à quel point la maman les supporte envers et contre tous, que la maman les appuie envers et contre tous, qui arrive de l'école, crinquée. La maman l'attend qui se calme, fait un retour avec petit pour relativiser, pour tenter de ramener de l'harmonie à l'intérieur de tout ça. Alors, c'est très présent dans le discours. Et, je ne sais pas s'il y a des gens, des adultes ici, mais c'est aussi vrai à l'éducation des adultes. Quand on leur parle, leur mère est encore là. Elle fait partie des personnes significatives qui tiennent la route malgré les difficultés. Mon prof m'aime quand même, ils me disent tous ça. 8 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, 20 ans, 24 ans, mon prof m'aime quand même. Qu'est-ce qui fait que tu persévères? Vu que c'est si difficile, mon prof m'aime quand même. Mon prof m'aime quand même. Alors, pour eux, c'est très important. Puis je vous rappelle, plus on est vulnérable, plus on a besoin de ça. Favoriser l'obtention d'un premier diplôme. Ça, c'est le bout plate un peu. Parce que c'est pas simple. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que les élèves qui vivent avec des difficultés scolaires, peu importe la nature, contrairement à ce qu'on entend dans les journaux puis dans le discours populaire, ils sont très persévérants. Mais c'est pas en ligne droite comme les élèves qui n'ont pas de difficultés scolaires. Dans le fond, nous, ce qu'on a fait, on a fait un suivi longitudinal, c'est-à-dire qu'on a tous les enfants, dans ce cas-ci, c'est la Mauricie, tous les enfants qui entraient à la maternelle en Mauricie, en 83, en 88, en 92, tous, on les a tous suivis jusqu'à l'âge de 26 ans, sauf la cohorte 92. Puis là, on voulait voir, dans le fond, là, quand ils rentrent à maternelle, qui finit son secondaire, ils persévèrent-tu ou ils ne persévèrent pas, où ils se dirigent, qu'est-ce qui les aide vraiment à poursuivre ou non. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les élèves qui n'ont pas de difficultés scolaires, ça va très bien. C'est à peu près 92 % d'entre eux qui vont chercher leur diplôme d'études secondaires sans grand problème. L'âge de diplomation là, est autour de 17-18 ans. Fait que des fois, ils prennent un an de plus, mais la grande majorité, ça se fait très bien. Chez les élèves identifiés en difficulté par l'école, notre obtention maximale dans ces cohortes-là d'un diplôme, peu importe lequel, ça veut dire CFR, je ne sais pas si vous en avez dans votre région, ISPJ, ça veut dire DEP, ça veut dire AFP, tout ce qui s'offre comme premier diplôme, on tourne entre 32, 33, 34 %. Je pense que nos plus vieux, on est allés chercher le 37 %. Hey, mais ils ont 26 ans et sont encore à l'école pour essayer d'aller le chercher. Donc, quand on entend qu'ils ne persévèrent pas, là, c'est pas vrai. Ils persévèrent, mais ils vont quitter le secteur jeune, ils vont aller aux adultes. Ils le font un mois, ils sont pas sûrs, ils essayent autre chose. Ils reviennent, ils retournent aux adultes, vont chercher le prérequis, rentrent au DEP. Pas lui que je veux, je ressors. Je retourne. Il y a des allers-retours, mais ils persévèrent sans bon sens. Deux choses intéressante et importante à nommer, meilleur prédicteur d'obtention d'un premier diplôme chez les élèves en difficulté, c'est le maintien en classe ordinaire. C'est 7 fois plus de chances de diplômer que si on les sort de la classe ordinaire. Deuxième élément, le non-redoublement. S'il y a eu du redoublement en première, deuxième ou troisième, c'est un prédicteur de non-diplomation. Quand le redoublement se fait, les conditions là, sont simple et complexe, le choix de l'élève. L'élève qui nous dit « Moi, là, je veux refaire mon année, je me sens dépassé. » Donc, c'est un choix de l'élève. Lorsque c'est fait au secondaire, ça a beaucoup moins d'impact sur l'estime de soi et sur ma perception comme élève d'être ou non capable d'apprendre. Et le redoublement efficace, c'est avec un autre prof qui utilise un autre matériel puis qui enseigne d'une autre façon. Donc, refaire une année pour refaire une année, ça ne donne pas les résultats escomptés. Je garoche ça vite, mais je vais être dans le temps. Les pratiques qui contribuent à l'obtention d'un diplôme, en recherche, là,
Vous savez, peu importe dans quel domaine on travaille, on a tous des frustrations. La frustration de la recherche, c'est qu'on connaît tellement de réponses, il y a tellement de réponses, mais c'est difficile à les transposer. C'est difficile à les prendre puis se dire, OK, bien, comme ça, c'est une réponse, bien, maintenant, on va jouer avec cette réponse-là puis on va changer notre façon de faire. Donc, voici 3 éléments de réponse. La première, c'est les attitudes. Comme je suis vulnérable parce que j'ai de la difficulté, la relation pédagogique, elle est primordiale. Que ce soit avec l'orthopédagogue, que ce soit avec l'enseignant, que ce soit avec le spécialiste, le professionnel, la direction, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dire les vraies choses. Ça veut dire qu'on doit faire attention dans le choix de nos mots, puis dans la façon dont on va donner ces choses-là. Donc, l'appui et l'ouverture de l'enseignant, l'appui et des parents aussi. 2 exemples, l'appui et l'ouverture de l'enseignant. Si j'ai le sentiment que la difficulté du jeune résulte plus d'un manque d'attention que d'une difficulté réelle d'apprentissage, il y a peut-être des options que je n'offrirai pas. Fait que ça a plein de retombées. Là, on a un exemple d'ouverture. Valoriser le potentiel du jeune à l'école, souvent, puis même dans les familles aussi, on va mettre beaucoup d'accent sur ce qui n'a pas marché. Alors, comme ces jeunes-là s'autocritiquent à la journée longue sur tout ce qu'ils ne savent pas faire, bien, ça prend quelqu'un pour leur dire ce qu'ils savent faire. Donc, l'expérience scolaire positive, il faut la nommer, il faut la valoriser, il faut être explicite. La prise de décision dans son cheminement. C'est quoi la participation que j'ai réellement dans les choix qui sont pris pour moi? C'est quoi la participation réelle de l'enfant dans les démarches du plan d'intervention? C'est quoi la participation réelle de l'enfant dans le choix du secteur dans lequel il va être placé? Alors, le choix est important et ce choix-là, ça leur donne un sentiment de contrôle et lorsqu'ils ont fait le choix, bien, ça les aide à poursuivre. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles ils vont aux adultes, c'est parce que je peux faire le choix d'y aller. C'est une des réponses, entre autres, qu'ils peuvent nous donner. Exploitation des forces. L'organisation scolaire, on sait que l'organisation scolaire renouvelée, transformée, va contribuer non pas juste à la persévérance, mais aussi à la réussite qui peut se traduire par un diplôme. Donc, la classe ordinaire, les structures innovantes et ouvertes à tous, un programme de sciences. Un enfant qui a un trouble spécifique d'apprentissage peut être en échec en français puis avoir une moyenne de 90 en sciences. Mais souvent, on ne lui donnera pas accès à des programmes de sciences, orientation sciences, parce qu'il n'est pas assez fort dans ces matières de base qui sont le français. Sport-études, même affaire. Musique, même affaire. Puis ça ne veut pas dire que c'est toutes les écoles, mais on sait que leur donner accès à ça, c'est le bonbon. C'est ce qui fait que je continue à l'école, puis c'est ce qui fait que je vais me forcer encore plus en français parce que je sais que je peux être dans l'équipe de hockey pareil. Donc, c'est des éléments. Le leadership, c'en est un autre de la direction d'école et de la commission scolaire. Quand M. Pronovo descend en bas, là, d'habitude, ça veut dire, Nadia, il est temps d'arrêter. OK. L'accompagnement au changement, on le fait aussi en produisant plusieurs ouvrages, des ouvrages qui sont tantôt pour les enseignants, tantôt pour d'autres intervenants scolaires ou encore pour des jeunes qui se destinent à l'enseignement ou à la psychoéducation. Alors, ce sont des exemples. Je vous ai mis 3 citations d'enseignants qui ont participé à des projets de changement. Parce que là, je vous dis que c'est important, puis que c'est bon, puis que c'est beau, mais je voulais vous mettre des mots d'enseignants qui nous disent, bien, savez-vous quoi, c'est vrai que ça donne quelque chose. Alors, ici, quand tu découvres que ce que tu faisais, ce n'était vraiment pas de la pédagogie de la sollicitude, il faut que tu te pardonnes et que tu te retournes vers d'autres stratégies. Ça, c'est une enseignante exceptionnelle, mais qui n'avait jamais réalisé à quel point certains de ses élèves étaient fragiles vis-à-vis certains commentaires. Elle n'avait jamais réalisé le courage, puis ça, c'est des mots que j'entends souvent, mais Nadia, le courage que ça prend pour venir chaque jour à l'école.
Ils réalisent des choses, mais ça change la relation pédagogique, ça change les outils que je vais utiliser dans ma classe. Mon approche est changée et conséquemment, le jeune vit mieux l'école puis commence à avoir plus de réussite et c'est plus facile de prendre des risques. Je suis plus sensible aux besoins de mes élèves. La force de l'être humain, c'est qu'une fois que l'élève a appris à s'aimer lui-même, à travailler, il peut réussir. Ici, c'est dans le cadre d'un projet de connaissance de soi avec les élèves. Et effectivement, quand les élèves le comprennent bien, ça va mieux. Je vais l'avancer. Je vais prendre ma souris. Je finis avec ça, là, ça dure 2 minutes. C'est une vidéo. On a... Les écoles qu'on accompagne, il y en a beaucoup, il y en a eu beaucoup, du moins en Ontario, il y en a hors Québec, mais en Ontario, on a fait 9 écoles, entre autres. Puis, il y a une des écoles qui a dit, nous, on aimerait immortaliser ce qu'on a fait, parce qu'il y a des nouveaux profs qui rentrent, puis il y en a qui partent. Hein? On ne veut pas que ça se perde. Alors, ils nous ont demandé, on pourrait-tu faire une vidéo? Dans la vidéo, donc, on s'est rendu là-bas, à Hawkesbury, avec l'équipe de tournage, etc., etc. Et pendant qu'on tournait, pour avoir un outil qui allait servir aux nouveaux de cette école-là, pour voir un peu c'était quoi, hein, sur quoi ils avaient travaillé, il y a un papa qui est venu cogner à la porte. On était dans la bibliothèque. Il vient cogner à la porte puis il dit « Je veux parler sur le vidéo ». Là, moi, je regarde la réalisatrice, là, puis j'ai dit « Non, on fait quoi? » Puis là, moi, l'enseignante vient me dire, elle me dit, c'est le papa d'une petite fille qui a des gros troubles d'apprentissage. Fait que là, moi, j'ai pas d'objection, mais la personne me dit, la réalisatrice ou je sais pas quoi, elle me dit, oui, c'est correct, il peut venir parler. Et le monsieur est venu s'asseoir sur la chaise, puis il a parlé de sa fille. Il a dit 3 mots, puis il s'est mis à pleurer. Mais je vous jure, c'était crève-cœur. Mais ce qu'il disait, c'était beau, là. Et là, donc, après que ça ait sorti une fois puis qu'on ait contrôlé les émotions, il l'a redit. Et dans le fond, bravo Camille, c'est que c'est lui qui disait ce que les gens de l'école avaient fait pour sa fille. Il conclut en disant « Bravo Camille », d'où le titre de la vidéo. C'est un extrait de 3 minutes sur à peu près 40 minutes, juste pour que vous entendiez des gens qui ont participé à des projets de changement et voir comment c'est venu changer, en fait, la réalité scolaire puis la persévérance et la réussite de leurs jeunes. C'est le fun d'en parler pour savoir c'est quoi le trouble d'apprentissage. On apprend qu'on est comme les autres, mais qu'on apprend différemment. Ça aide avec l'estime de soi. Moi, j'ai appris des trucs pour m'aider à apprendre quand je fais mes travaux, puis même dans Je suis plus comme meilleure. Je savais que j'avais un problème, mais là, je sais pourquoi. J'aurais aimé ça le savoir avant pour comprendre. Moi, j'ai appris pourquoi j'ai Ça aide avec Moi, j'ai appris l'estime des de trucs soi. au début, on est moins, j'ai fait mes travaux. Dans sa salle de classe, l'enseignant, quand il parle avec un élève ou quand il y a une discussion avec un élève qui a des difficultés, il est beaucoup plus à l'écoute de ses besoins et ça, c'est absolument extraordinaire. Et l'enseignant est vraiment touché et veut vraiment aider son jeune à mieux performer dans sa salle de classe. Et moi, en tant que direction, je dirais que aussi, lorsque le niveau de conversation entre les enseignants, on parle plus de stratégie, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, répondre davantage aux besoins de certains élèves. Alors, ça déjà, juste ce niveau de conversation-là, les échanges qu'il y a entre les enseignants, mon Dieu, pour moi, c'est un succès dans une école. C'est vraiment extraordinaire. Dans mon rôle d'orthopédagogue et de conseillère pédagogique dans nos rencontres en équipe école, ce que ça m'a permis de constater, ce que j'ai vécu, c'est tout le dialogue pédagogique. On gravitait autour des besoins réels de l'enfant. Alors, on sentait plus la présence de différenciation pédagogique en salle de classe aussi. En tant qu'orthopédagogue, qu'est-ce que je retiens de la pédagogie de la sollicitude? C'est que les enseignants prennent conscience des gestes et de leurs paroles, de l'impact que ça a sur des enfants qui ont un trouble d'apprentissage. Comme future enseignante en adaptation scolaire, j'ai le goût d'utiliser la pédagogie de la sollicitude pour développer un bon lien avec mes élèves, mais surtout que mes élèves en difficulté ou en trouble d'apprentissage
développent une bonne confiance en eux, une bonne connaissance d'eux, de leurs besoins et de leurs forces. En tant qu'auxiliaire de recherche qui a vu l'application du programme de connaissance de soi, mais aussi en tant que future enseignante, le plus bel apprentissage que j'ai fait, c'est vraiment de voir à quel point, lorsqu'on redonne le pouvoir et le contrôle aux élèves sur leurs apprentissages, sur leur vécu scolaire, sur leur cheminement, on voit des résultats fabuleux. Bonjour, je suis le père d'une petite fille nommée Camille qui, cette année, a fait des grosses améliorations à l'école, cause d'entourage, cause d'aide à travers l'école, à travers d'un système juste incroyable. Puis, je voudrais juste exprimer mes merci, mais aussi d'exprimer comment est-ce qu'une amélioration envers une petite fille de cet âge-là, comment est-ce que ça peut avoir un impact positif et juste incroyable sur toute la famille, les amis, l'entourage et l'école. Alors, bravo Camille. Il est touchant, le papa, hein? C'est tout, j'ai fini. Ah, 2 choses. Steve Beaulieu. Je vous ai montré tantôt dans les mots d'Annie, rapidement, dans les bottines de Benoît, l'illustrateur. Steve Beaulieu, bien, c'est un jeune qui a un trouble d'apprentissage, qui a quitté l'école à 16 ans. Quand j'ai cherché un illustrateur pour Benoît, n'étant pas dans le domaine de l'illustration, on m'a proposé Steve, mais je ne savais pas qu'il y avait un trouble d'apprentissage. Alors, quand il a dessiné Benoît, je peux vous dire qu'il a mis du cœur en tabarouette. Benoît a fait ensuite Benoît ado, et il est rendu à 25, Benoît, je l'appelle toujours Benoît. Steve, ensuite, a fait Benoît ado. Et en faisant Benoît ado, puis en apprenant les technos d'aide, puis voir que c'était pas la fin, finalement, qu'il y avait d'autres outils qui pouvaient venir l'aider, il est retourné aux adultes. Donc, il avait quitté à 16 ans, mais il est retourné à l'école à 26 ans pour continuer donc d'avancer. Annie Muller, vous la connaissez peut-être, hein? C'est une artiste de Joliette, si je ne me trompe pas. Dyslexie, qui a été sortie des classes ordinaires, envoyée en ADAP, puis il y a un enseignant un jour qui a dit « Annie, ça se peut pas, t'es tellement brillante, là. » Alors, il l'a encouragée, il l'a pris sous son aile, elle est retournée à l'école, cette fois-ci aux adultes, est allée chercher ses prérequis, mais toujours avec l'aide de cette personne-là qui croyait en elle encore plus qu'elle-même, fait son cégep, avec une aide constante en lecture et en écriture, donc parce qu'autrement, elle n'aurait pas pu y arriver. Puis aujourd'hui, elle a un bac en art. Elle est une artiste peintre renommée au plan international. Elle fait de l'aide aux gens Alzheimer. Elle fait des ateliers de création. Elle va dans les écoles raconter son expérience. Mais tout ça pour vous dire qu'avec le soutien, avec des efforts, puis avec de l'ouverture et de la souplesse, bien, il y a beaucoup de ces jeunes-là qui arrivent à faire de très belles choses. Voilà. Si vous avez des questions pour Mme Rousseau, c'est le temps. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Des commentaires? C'était excellent, Mme Rousseau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mme Rousseau, on vous le rappelle, d'ailleurs, vous pouvez le voir d'ailleurs sur le programme. S'il y a des gens qui n'ont pas de programme, il y en a qui sont disponibles à l'arrière sur une table. Mme Rousseau, donc, est professeure titulaire au département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et vous pouvez avoir accès à l'ensemble de ses travaux. Là, si vous allez sur Internet, c'est très facile à trouver. Alors, sans plus tarder, je vous présente les prochains présentateurs, présentatrices, plus précisément. Il s'agit donc de Mesdames Martine Desgranges, directrice générale du Carrefour Jeunesse Emploi Matawini, également Madame Nicole Neveu, directrice générale du Carrefour Jeunesse Emploi de Dautré-Joliette, qui s'en viennent justement nous faire leur présentation. Vous allez voir que ça va être fort intéressant encore une fois. Allez, mesdames. Merci. Bonjour, Martine Desgranges au Carrefour Jeunesse Emploi Matawini. Bien, je suis bien heureuse d'être ici ce soir. Au niveau des carrefours, on va vous parler finalement un petit peu de l'ensemble des choses qu'on fait, mais principalement au niveau de la persévérance scolaire. Pour débuter, peut-être vous donner un petit aperçu de ce que les carrefours Jeunesse Emploi font à travers le Québec, parce qu'il y en a à travers le Québec. On travaille entre autres à faire l'accueil, référencement des jeunes qui viennent se présenter au carrefour. On fait un service, on offre le service d'orientation, le service d'employabilité.
On accompagne les jeunes, par exemple, à l'intégration de stages en milieu de travail, à la visite d'entreprise. On fait des animations d'ateliers conciliation travail-études en partenariat avec le CREVAL, entre autres dans la Nodière. On fait des ateliers sur l'hypersexualisation, sur la gestion des émotions. On travaille aussi sur la sensibilisation à la toxicomanie. On fait aussi des activités, on supporte finalement les coopératives jeunesse de service. Je ne sais pas s'il y en a ici dans la région. Au niveau, dans le fond, c'est des jeunes de 15 à 18 ans qui démarrent finalement une première entreprise de coopération. Une coopérative de services, finalement, qui font de la tonte de gazon, par exemple, des choses comme ça, entretien chez monsieur, madame, tout le monde. On fait aussi, on a des agents de sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse. On travaille aussi avec le mouvement des jardins au niveau des jardins jeunes au travail, donc qui est l'intégration des jeunes. Finalement, on aide les jeunes à intégrer le marché du travail, les jeunes de 15 ans aussi, autour de 15 ans. On fait de l'implication dans différents projets. Entre autres, nous, en Mataouni, actuellement, on est en train de travailler avec plusieurs partenaires à travailler, à essayer d'implanter une maison familiale rurale dans le Haut, à Saint-Zénon ou Saint-Michel-des-Saints. Donc, on fait vraiment une panoplie d'activités. Et aujourd'hui, on va vous parler principalement de 5 projets qui ont lieu dans la Mataouni et qui ont lieu, bien, pas nécessairement tous, dans le fond, Saint-Joliette, excusez-moi, Joliette-Autré font des activités. Ce n'est pas nécessairement les mêmes activités qui sont faites dans la Mataouni, mais c'est des exemples d'activités qui peuvent se retrouver là, dans les carrefours. Donc, au niveau du programme IDEO 16-17, c'est un programme qu'on retrouve pas mal à travers le Québec, qui a pour objectif d'offrir un accompagnement accru aux jeunes de 16-17 ans. Donc, vous voyez les images d'activités qui se font en Mataouni au niveau de ce programme-là. Donc, il a pour le but d'aider au niveau de la persévérance scolaire et toujours dans un accompagnement au milieu scolaire. Donc, on est là en accompagnement, on n'est pas là pour faire le travail de l'école, mais on est là pour accompagner l'école au niveau de la persévérance scolaire. On est là aussi pour offrir un accompagnement pour maintenir, dans le fond, les jeunes de 16-17 ans en mouvement et de les aider à réaliser différents projets, leur faire découvrir leurs rêves, leurs passions, ce qui leur permet finalement souvent d'intégrer, soit finalement d'avoir le goût de continuer les études ou d'intégrer différents milieux de travail. Donc, des exemples d'activités qu'on a fait à Saint-Michel-des-Saints avec le projet IDEO. On a fait venir justement M. Luc Sonnet. C'est l'idée de l'école et de notre intervenante IDEO, Rachel. Était en brainstorming d'idées, c'était pour parler de la toxicomanie. Donc, on dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme activité de toxicomanie? On dit, on va faire la guerre des clans avec la thématique, puis on va s'essayer, on va appeler Luc Sonnet, voir s'il y aurait l'intérêt de venir à Saint-Michel animer l'activité. Heureusement, pour le bonheur de tous, il a accepté généreusement de venir à Saint-Michel-des-Saints, faire l'animation de l'activité à l'école secondaire. Ça a été une très, très, très belle activité qui a permis aussi d'allier finalement la communauté de Saint-Michel-des-Saints à travers ce projet-là. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu plus tôt, et en tout cas, il y avait tout des meubles qui étaient installés pour faire la guerre des clans avec des petites lumières, comme dans la guerre des clans. Ça donnait que l'auberge du Lac-Taureau avait ce mobilier-là. Donc, on l'a su en parlant avec les gens. On a demandé à l'auberge du Lac-Taureau s'ils accepteraient de le prêter. Ils ont fait la livraison, sont venus tout porter le matériel, sont revenus le rechercher. Tout ça généreusement, bénévolement. On a approché aussi l'auberge du Lac-Taureau pour héberger M. Sonnet. Donc, ils ont accepté également de l'héberger, lui et sa conjointe.
Il y a au niveau du souper, parce que il viendra pas un aller-retour à Saint-Michel. Donc, on a réussi à avoir la collaboration aussi d'un restaurateur qui a offert le repas. La boulangerie a offert le déjeuner. Donc, cette activité-là a été un beau succès grâce à l'apport, finalement, de toute la communauté. Et si la communauté a eu facilement l'ouverture, lorsqu'on les a appelés de participer, c'est aussi parce que l'école a développé des beaux liens avec la communauté. Donc, on a à Saint-Michel, par exemple, une table jeunesse où on retrouve la direction de l'école primaire, la direction de l'école secondaire. On retrouve la SQ qui est présente à la table, la chambre de commerce qui est autour de la table. Il y a le réseau qui est l'organisme en la prévention de la toxicomanie. Le Carrefour est là. Donc, on voit énormément d'acteurs autour. Donc, à chaque fois que l'école veut entreprendre des choses, bien, ça facilite énormément. Je vais reprendre mon souffle et je parle vite. C'est ça le stress. Donc, ensuite de ça, on a pu voir quelques images du Gugus du Perdu. C'est dans une école aussi à Saint-Michel où les élèves de l'adaptation scolaire ont entrepris de mettre sur pied un magasin. C'est-à-dire qu'ils ont eu l'idée, à la fin de l'année scolaire, dire « à chaque fin d'année scolaire, on vide les casiers, on retrouve énormément de déchets, de choses qui sont encore récupérables, mais qui se retrouvent aux déchets. » Et ils ont eu l'idée de récupérer l'ensemble des choses finalement récupérables qui étaient dans les casiers scolaires et de redonner finalement l'accès à ces choses trouvées-là au niveau de la population étudiante. On retrouve des vêtements, on retrouve des effaces, des cahiers à anneaux, il y a énormément de matériel, là, on les voit justement en action. Et ça a généré vraiment une belle dynamique à l'école. L'école a même dernièrement fourni un nouveau local pour le Gugus des Perdus pour justement permettre un accès facile à la population. Parce que maintenant, c'est tout nouveau. Je pense que ça fait juste 2 mois. Là, le 20, c'était lundi. Et à tous les 20 du mois, ce magasin-là est ouvert à la communauté. Et tous les articles sont vendus à moins de 1 $. Donc, ils ont gagné aussi des prix au niveau de leur initiative. Et dans le fond, ce qu'on voit aussi dernièrement, par exemple, ils ont une laveuse, une sécheuse qui a brisé. Ils sont allés voir des entreprises de la région pour leur demander des dons. Ils ont accepté de leur donner une sécheuse, leur ont donné aussi un réfrigérateur. Donc, il y a aussi les magasins Croteau qui ont accepté de dire, bien, quand il y a des vêtements qui se retrouvent pour être envoyés aux déchets, bien, ils ont commencé à développer des liens avec ce petit magasin-là. Donc, c'est une belle réussite dont on est très fiers. Hey, j'ai dépassé mon temps. Je parle moins vite. Donc, on a aussi Mathieu Lavallée, qui est éducateur canin, qui est venu faire une présentation auprès des élèves et qui est venu parler de son parcours et de ses passions. Il est venu avec ses chiens faire une activité avec les jeunes. Et il y a aussi Vanessa Marcoux, championne de course en motocross, en enduro-cross, qui est venue aussi parler de son parcours de championne et qui est venue avec sa moto, qui a pu, avec la collaboration de l'école, entrer la moto dans l'école, qui a fait une démonstration à l'extérieur. Donc, c'est toutes des activités, des exemples d'activités, parce qu'il y en a tout plein d'autres qui sont faites à travers l'ensemble des carrefours, qui sont là pour faire finalement découvrir différents horizons aux jeunes et qui leur permettent là, finalement d'avoir des aspirations. Et c'est sûr que tout ce travail-là ne pourrait pas être possible sans une belle collaboration là, de nos écoles et des partenaires du milieu. Donc, pour poursuivre, je vais passer la parole à Nicole Neveu, directrice du Carrefour Joliette-Autré, qui va vous présenter 4 autres projets. Bonjour. Alors, ici, à Lavaltrie, on a pignon sur rue. On fait partie des 110 carrefours au Québec. Ça veut dire que les jeunes du Québec ont toujours un carrefour pas trop loin de chez eux. Ici, il y en a un pas trop loin d'ici, avec l'accueil et l'intérêt de la ville de Lavaltrie
à ce qu'on soit ici, donc dans le pôle, hein, vous savez, il n'y a pas une MRC qui est pareille. Dans la Valtrie, il y a 3 grands pôles, hein, Berthier, Brandon, la Valtrie, Lanoraie. Alors, les gens de ce pôle-ci ont accès à des services que Martine a mentionnés. Il y a des gens de mon équipe ici ce soir, fait que je voudrais vous présenter Denis Fortin, qui est directeur adjoint, Fortier, excuse-moi. Denis Fortier, qui est directeur adjoint. Il y a Maxime, qui est en arrière, Maxime Trottier, qui est conseiller en démarrage d'entreprise ici à la Valtrie. Il y a Hélène qui va venir vous parler dans quelques minutes. Ça veut dire qu'on va rajouter 4 minutes à notre présentation parce qu'il ne fallait pas passer sous silence. Il y a beaucoup de partenaires qui sont ici, qui travaillent avec Hélène. Alors, elle va vous parler de son travail avec un projet qui s'appelle « Prends ta place » et elle travaille 4 jours par semaine dans « Prends ta place » et 1 journée dans « IDEO », le projet dont Martine vient de vous parler. Dans les carrefours, chez nous, bien, il y a l'offre de services de base, hein, il y a toujours l'employabilité. Donc, pour un jeune qui se présente, il veut soit trouver un autre emploi, s'en trouver un premier ou maintenir son emploi. Il y a ceux qui viennent pour dire « j'aimerais ça savoir quoi faire dans la vie, j'aimerais ça valider mes champs d'intérêt, valider mon choix de carrière ». Alors, il y a des conseillers en information scolaire ou professionnelle et des conseillers d'orientation qui peuvent les aider. L'employabilité, c'est aussi créer son propre emploi. Donc, chez nous, un service développé en entrepreneuriat jeunesse. Et une équipe d'accueil, information, référence qui accueille les jeunes, entendent leurs besoins, les dirige au service du Carrefour. Et s'ils ont besoin de services plus spécialisés, plus pointus, les réfèrent dans la communauté avec des organismes qui ont des missions beaucoup plus spécifiques au niveau de certains défis qu'ont les jeunes. Dans ça, il se fait du counseling individuel, mais il se fait aussi beaucoup de projets. Dans toute la panoplie des projets qui se renouvellent, qui vivent des succès, qui sont en place d'année en année, on a choisi de vous en présenter 3 qui sont directement liés à la persévérance scolaire et un qui est lié au raccrochage des jeunes qui avaient décidé de quitter l'école. Donc, c'est ce qu'on va vous présenter. Dans un premier temps, Hélène va vous parler de ce qu'elle fait ici à la Valtrie avec la collaboration du CLD Joliette par le biais du pacte rural. Nathalie, l'agente de développement rural, est ici ce soir. Merci, Nathalie, d'être là. Aussi, avec la grande ouverture de M. Frappier, qui est directeur de l'école et son équipe. Bonjour. Hélène travaille beaucoup avec vous. Et la Ville de la Valtrie qui participe aussi et qui a un intérêt soutenu depuis plusieurs années envers les actions opposées pour la persévérance scolaire. Fait que je te laisse la parole, Hélène. Tu veux-tu le micro? Bien, je ne sais pas si vous me le tenez. Parce que je vais vous le lire vraiment pour que ça soit le plus rapide possible. Puis, j'ai un déficit d'attention permanent dans la vie. Donc, retenir un texte comme ça m'aurait pris un petit peu plus de temps. Donc, j'espère que vous allez apprécier quand même. Donc, c'est ça. Moi, je suis intervenante au Carrefour Jeunesse Emploi pour le point de service de la Valtrie. Je travaille pour le projet Prends ta place, qui est un soutien individualisé et adapté aux besoins spécifiques des jeunes de 16 à 17 ans. Ça se traduit par un premier objectif, augmenter la motivation scolaire et la persévérance des jeunes. De façon individuelle, c'est d'aider les jeunes à faire le point sur leur situation à l'école. Des fois, le fait de faire ça par une personne neutre de l'école, ça peut aider. Il y a des jeunes qui apprécient. Sinon, on les réfère aussi au service qu'il y a à l'école. Travailler leurs difficultés, essayer le plus possible, en collaboration avec les ressources de l'école, de trouver des solutions pour les aider. Explorer au besoin les différentes possibilités professionnelles qui peuvent s'offrir à eux. Référer le jeune à d'autres organismes ou au service de l'école, selon leurs besoins. En groupe, jusqu'à maintenant, c'est une animation depuis septembre de la classe d'appui avec Daniel. Un atelier sur la motivation scolaire qui essaie d'amener le jeune à penser un peu à quel genre de train de vie qu'il aimerait pouvoir s'offrir dans la vie pour ensuite concrètement réaliser le coût possible que ça peut lui coûter vivre ce genre de rythme de vie-là. Puis par la suite, bien là, il y a tout l'aspect orientation que Daniel peut faire avec eux. C'est aussi l'accompagnement individuel avec les jeunes de la classe d'appui pour les aider à se trouver des places de stage d'1 jour ou plus.
À chaque année, il y a 15 employeurs en moyenne à la Valtrie qui acceptent des jeunes, qui leur donnent un coaching super généreux, une chance de faire du bénévolat. Je tiens à féliciter Mme Legault d'être présente avec nous. Mme Legault travaille au salon de coiffure Guylaine Legault à la Valtrie, puis elle a fait en sorte vraiment de pouvoir nous aider à faire avancer les jeunes vers la réussite en accueillant des jeunes en stage. Merci beaucoup, Madame. C'est aussi plein d'autres choses que je ne veux pas oublier. C'est bientôt l'animation conciliation travail-études, comme ma précédente parlait tantôt. C'est les 4 classes de secondaire 4 de l'École de la Rive qui vont pouvoir vivre cet atelier-là avec moi, ce qui représente à peu près, grosso modo, 102 élèves, je pense. Le chiffre est bon. C'est aussi un atelier cuisine à chaque semaine à la Maison des Jeunes avec Vanessa, qui permet vraiment, comme la première dame parlait tantôt, de valoriser le potentiel des jeunes, de leur faire vivre des petits succès, puis de se régaler aussi après chaque atelier. Ils sont super bons. Vraiment, là, c'est impressionnant. Ça passe du coquille de Saint-Jacques, fruits de mer, on en passe. Aussi, c'est l'activité C'est quoi ta passion? Avec une classe de 6e année de l'École des Amis Soleil. C'est une école primaire à la Valtrie. Toujours en collaboration avec Vanessa de la Maison des Jeunes, on a rencontré individuellement tous les jeunes de 6e année de cette école-là pour essayer de voir avec eux c'était quoi leur talent, leur potentiel, leur intérêt. Tout ça pour les amener à anticiper, envisager éventuellement un métier futur. Sinon, je ne vais pas en oublier. Le deuxième objectif aussi, c'est de sensibiliser la population au décrochage scolaire, vraiment essayer d'impliquer le plus possible la communauté à être impliquée comme vous l'êtes tous ici ce soir. C'est non seulement les employeurs qui acceptent des jeunes en stage, mais c'est aussi à chaque année notre mandat d'inviter avec l'École secondaire de la Rive, inviter toute la communauté à l'activité On ne lâche pas. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont vécu l'activité. Oui. Ça se passe au mois de mai. On garde toujours la date secrète pour essayer de surprendre un peu les jeunes. Mais ceux et celles qui ne sont jamais venus à cette activité-là, on va essayer de prendre vos courriels pour que vous puissiez vivre cette expérience-là qui est vraiment très forte en émotion. C'est vraiment impressionnant. C'est une grande aide d'honneur où les employeurs, les gens des organismes sont invités, les policiers, les ambulances, il y a plein de bruit, les parents. Donc, c'est ça, tout le monde, on se rassemble là. Les jeunes ne le savent pas. Fait que quand ils sortent d'école, ils voient des gens avec des pancartes, ils voient des gens qui font du bruit et tout le monde crie. Hein? C'est un moment émouvant. Fait que là, les jeunes sortent de là et ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Puis en fin de compte, ils se rendent compte que la communauté est là pour dire « lâchez pas, on est derrière vous ». Oui, c'est vraiment impressionnant. Moi, la première année que j'ai travaillé au Carrefour puis j'ai vécu ça, j'ai gardé mes lunettes de soleil parce que c'était trop émouvant pour moi. C'était trop. Sinon, si je peux essayer de quantifier le projet Prends ta place, depuis septembre, c'est 40 jeunes Laval 3 à risque de décrocher et décrocheurs effectifs qui ont été accompagnés de façon individuelle. Ce sont les 21, corrige-moi Daniel, 21 élèves de la classe d'appui qui ont été rencontrés en groupe pour un atelier motivation et en individuel pour le placement en stage. 32 élèves de l'École primaire des Amis Soleil, accompagnés individuellement aussi en collaboration avec Vanessa pour C'est quoi ta passion? Les quatre groupes de secondaire 4 qui vont sous peu recevoir l'atelier, environ 102 élèves. Les 7 jeunes qui sont assidus, on va mettre vraiment souligné assidus à tous les ateliers bouffe à chaque semaine à la Maison des Jeunes. Donc, vraiment, pour l'année 2011-2012, ce projet-là, il aura rejoint 202 jeunes de la Valtrie à l'école, des jeunes qui ont décroché, puis des jeunes que ça va super bien, qui ont juste le goût de faire des projets. Hélène, tu ne t'attendais pas à cette question-là, mais pourquoi tu aimes ta job? Pourquoi j'aime ma job? Bien, moi, j'adore ma job. J'ai plein de raisons d'aimer ma job. Je fais 50 minutes aller, 50 minutes retour pour venir travailler. Bien, moi, au secondaire, j'ai fait mon secondaire 5, puis après ça, j'ai décroché. Je voyais plus le bout. Puis, je pense que je me retrouve un peu dans chacun des jeunes qui viennent me voir, puis je les comprends. Puis, c'est ça, mon déficit d'attention, des fois, ça les fait rire un peu, là, mais je me sens proche d'eux autres. Merci. Merci.
Dans la tournée de persévérance scolaire, l'axe que les carrefours ont décidé, il y a 3 axes sur lesquels on voulait mettre l'appui. L'importance d'une personne significative pour un jeune, l'implication des parents et l'engagement du jeune envers sa réussite. Alors, ce sont les thèmes qui vont être abordés. Qui de mieux pour en parler que la communauté, les intervenants, les parents et les étudiants? C'est à eux qu'on laisse la parole dans les 4 petits clips de 3 à 5 minutes qu'on va vous faire visionner à l'instant. Excusez-moi. Zoner réussite, il y a sûrement des gens à qui ça dit de quoi, parce que le premier pôle dans lequel on a fait cette activité-là, je vois des gens qui disent oui, oui, oui. Alors, ce sont les élèves, les parents, la communauté, spécifiquement pour les étudiants de 5e et 6e année dans les écoles primaires et la première année de secondaire qui avaient des défis à relever. Et ça s'est très bien passé ici à Lavaltrie. On avait une deuxième étape qui se passe présentement dans le pôle de Brandon, la même clientèle cible. Les images que vous allez voir, ce sont les images du premier tirage qui a eu lieu déjà. Le prochain se fait bientôt, le 2 mars. Et l'autre se fera au mois de mai prochain. Jusqu'à maintenant, aux alentours de 220 quelques étudiants qui y participent, plus à peu près au-dessus de 1500 défis qui ont été faits pour le premier tirage. Et c'est l'intervenante et toute son équipe et la communauté qui vous en parle. Je le dis à chaque fois, ce sont des vidéos maison faites avec des intervenants du Carrefour qui ont pris des petits bouts de temps de libre pour vous faire voir tout ça. Alors, Hélène? Parfait. Alors, je vous demande juste d'être indulgent sur la qualité. Alors, le son fluctue, mais l'essentiel est là. Zoner réussite est un projet mobilisateur et très dynamique au sein d'une communauté. C'est au moyen de défis que les parents et les jeunes sont appelés à se serrer les coudes, puis à développer ou à créer de nouvelles habitudes familiales favorisant la réussite scolaire du jeune. À force du projet, l'implication et le soutien parental qui est réalisé auprès du jeune tout au long du projet. Donc, plusieurs défis sont orientés directement vers l'implication du parent, que ce soit d'assister à la remise de bulletins, d'écrire un mot d'encouragement dans l'agenda de son enfant ou encore de superviser les devoirs et les leçons. Tout est mis en œuvre, en fait, à ce que le jeune soit encouragé par son parent. La force aussi, c'est que le jeune, à la maison, se fait encourager. Il arrive à l'école, l'enseignante ou l'enseignant, la direction aussi l'encourage. Et étant donné que les défis sont réalisables aussi à travers toute la communauté, que le jeune se déplace à la maison des jeunes, à la bibliothèque, dans un organisme, tous passent le message que la réussite scolaire et la persévérance. Demain ou lundi, ce que je veux, c'est que tu ailles voir une personne adulte signifiante pour toi. Est-ce que vous pourriez me dire des exemples de personnes adultes signifiantes? Papa, maman, un tuteur, une tutrice, grand-parent, excellent, oui. Un enseignant, très bien. En ces défis-là, moi, ce que j'ai découvert, c'est des nouveaux organismes que je connaissais, mais que j'avais jamais eu besoin ou eu à les visiter. Comme j'ai découvert le centre avec des ailes, qu'il fallait que je fasse une activité avec mon enfant. C'était des jeux en français, qu'on a bien aimé ça, faire ça. Puis en même temps, j'ai découvert le centre avec des ailes. Et tu as découvert aussi la Maison des jeunes. Oui, la Maison des jeunes. Ça a été amusant, mais en même temps, on faisait le coupon, mais aussi on découvrait un nouvel endroit. Ça m'a permis de savoir que c'était là, puis si tu voulais jouer, c'était là pour ça. Ce que ça a apporté à notre organisme, c'est une visibilité pour les parents,
Les parents, souvent, entendent parler de la maison des jeunes, mais ils viennent pas voir, hein, c'est des adolescents, tout ça. Puis là, on leur a lancé le défi de venir voir, puis ils sont venus avec leurs jeunes, ils ont visité la maison, ils ont vu ce qu'on faisait, ça a défait des préjugés, ça nous a apporté une nouvelle clientèle. En fait, tous les défis qui ont été lancés par les organismes et les écoles sont répertoriés en 3 carnets, sont distribués en 3 temps par les écoles. Donc, le premier carnet pour cette année dans le bassin de Randoum a été distribué pour octobre-novembre. Le deuxième, janvier-février, et le troisième sera distribué avril-mai. Donc, sur une période de 2 mois, les familles sont appelées sur une base volontaire à réaliser le plus de défis possible. Chacun des défis réalisés leur donne une chance de gagner un prix. Et le Grand Prix final, donc tous les défis qu'ils ont réalisés tout au long du projet, leur permettent de gagner un voyage à Walt Disney World, qui est le Grand Prix. Ce que le projet vise essentiellement, c'est de créer un engouement alentour d'un prix, de sorte à motiver le jeune et le parent à relever les défis, oui, mais à apprendre à créer l'habitude familiale et que la communauté soutienne la famille, la cellule familiale dans la réussite des jeunes. Alors, on m'a demandé de dire quelques mots sur le projet Zoné Réussite qu'on vit cette année dans le secteur Brandon. Écoutez, c'est très difficile pour moi d'expliquer la beauté et la richesse de ce projet-là. C'est un projet qui a favorisé beaucoup la mobilisation du milieu. Quand je parle du milieu, je parle de la communauté, des parents, des intervenants de l'école, l'implication des élèves. Et je trouve que ça a beaucoup créé de liens, favorisé des liens entre ce qui se vit à la maison et ce qui se vit à l'école, de par le fait qu'il y avait des défis qui étaient donnés aux enfants, aux élèves. Il y avait des défis aussi au niveau de la famille, donc qui permettaient à la fois à l'élève de partager avec ses parents ce qui se vit à l'école, puis avec ses parents de partager avec l'élève un peu des moments qui peuvent se vivre à l'extérieur, toujours en lien avec le côté scolaire. Donc, que d'éloges, que de belles choses à mentionner au sujet du projet Zoné Réussite. À la fin de chacun des carnets, il y a un tirage qui est organisé par le comité organisateur et les prix qui sont remis aux gagnants, des prix jeunes, des prix famille et des prix parents, ce sont les entreprises de la place qui les fournissent. Donc, on peut dire que ce projet-là est un projet qui est rassembleur, qui est mobilisateur. En fait, c'est un travail de concertation qui rallie les acteurs de la communauté, les parents, les jeunes, les organismes, les entreprises, les écoles. Tous se mettent la main à la pâte pour passer comme message aux jeunes que sa réussite nous tient à cœur. Alors voilà pour Zoné Réussite. Vous savez que puis tous les organismes qui sont ici, je pense que vont être d'accord, pas vont être d'accord, mais vont se reconnaître dans ce que je dis, c'est que quand on a des idées pour des nouveaux projets, quand il s'agit d'innover, on a souvent, au niveau du financement, de l'aide pour des nouveaux projets. Parce que on part des idées du milieu, on part des besoins qu'il y a là, on voit une opportunité, une fenêtre pour créer un projet. Les gens sont intéressés. La difficulté, c'est de pérenniser les choses qui fonctionnent. Fait qu'on c'est plus difficile de faire durer ça. Et dans Brandon, c'est intéressant parce que la communauté a décidé de prendre en charge le projet Zoné Réussite. Vous avez vu, les entrepreneurs se sont cotisés pour payer les prix. La communauté est présente, les parents se sont investis et ils veulent que ça continue. Alors, avec un soutien du Carrefour, on va faire Zoné Réussite 101. On va les accompagner puis ils pourront poursuivre par la suite. Pour nous, ça, c'est extraordinaire. C'est pas souvent que ça arrive. Dans le prochain projet, inspiré des projets parés qui sont dans les écoles, on vit une expérience avec une école secondaire, l'école Thérèse Martin de Joliette. Et le but de ce projet-là, c'est de suivre 15 à 20 jeunes à risque, qui ont des comportements à risque de décrocher pendant 2 ans. Donc, il y a un intervenant dans l'école qui suit ces jeunes-là pendant toute la période scolaire. On a ajouté un volet avec les parents. Donc, on invite les parents de ces jeunes-là le soir au Carrefour pour discuter de différents thèmes.
avec eux. Vous allez voir ce qu'ils en pensent. Et avec les besoins exprimés, bien, on voit aussi avec nos partenaires si les parents ont des besoins spécifiques, si on peut les référer aussi à d'autres partenaires. Alors, c'est encore une histoire de partenaires. Le Carrefour, ce n'est qu'une histoire de partenaires. On ne ferait jamais ce qu'on fait au Carrefour Jeunesse si on n'avait pas tous les partenaires qui sont avec nous. Alors, vous allez entendre Daniel de Ensemble, on persévère. Ensemble, on persévère, c'est la collaboration de plusieurs personnes ensemble. Ça ne fonctionnerait pas si je n'avais pas l'appui des parents, l'appui de la direction, l'appui des enseignants, l'appui des jeunes. Donc, c'est un peu tout ça qui fait que ça fonctionne. Je veux faire en sorte qu'on n'abandonne pas dans le cas d'aucun jeune. Parce que chaque jeune a droit à sa chance. Chaque jeune, qu'il soit discret ou pas, qu'on l'entende en classe ou qu'on l'entende pas, a le droit de réussir, a le droit d'avoir sa vie. C'est pour aider à la motivation scolaire. Dans le fond, le décrochage, ça aide à justement motiver, à avoir aussi des résultats scolaires qui visent la famille, la motivation, la perception de soi-même. Moi, je ne trouverais pas les mots pour lui faire comprendre que c'est important d'aller à l'école. Comme Daniel me dit, Éric, je dis les mêmes affaires que toi, mais peut-être avec d'autres sortes de paroles. Puis, c'est pas différent de toi que ce que je dis, mais le message passe, puis c'est ça qui est important. Là. Des notes à 80, j'ai rarement ça. Si j'avais ça en art plastique, j'étais content. Fait que là, on s'est rendu en mathématiques puis en anglais. Puis... Pour moi, là, c'était une montagne d'avoir à voir que mon enfant il était décrocheur, puis de voir présentement qu'il veut faire un cours en droit. Mais ma vie est devenue positive. Puis j'aime l'école. Puis là, il me dit des fois, ben moi, je vais aller à l'université dans le vieux. Ça a changé, ça, parce que c'était pas. Il disait même pas le mot université. Le fait que je sois pas un employé de l'école fait en sorte que les parents me laissent rentrer chez eux, me laissent leur parler, me laissent les aider dans leurs compétences. Fait que moi, je suis là pour leur donner des outils avec humilité, parce qu'on peut pas dire à des parents que ce qu'ils font, ça fonctionne pas si on n'a pas une humilité. L'an passé, comme je disais, là, avec tous les problèmes qu'on avait concernant l'école, puis tout ça, ben, à un moment donné, tu as l'impression, comme parent, que tu es tout le temps en train de chialer après ton enfant. Puis, tandis que là, ben, on peut avoir du fun ensemble, on peut... Gabriel fait des petites tâches dans la maison, pendant qu'il fait ça, on placote. Fait que c'est bien plus agréable. Daniel nous l'a fait ensemble, qui nous a comme rapprochés. Puis le problème était que Jasmine, c'était un profil de décrocheur, puis à partir de là, il semble avoir, pour aller plus loin, faire Dans le cadre du projet Ensemble, on persévère, j'ai animé une activité lors du souper de Noël sur le niveau d'études versus le placement en emploi des jeunes que je rencontre quotidiennement dans mon bureau. Bien, bonjour, moi j'ai eu l'honneur d'animer 2 activités dans le projet Ensemble on persévère, dont une qui a été animée auprès et des jeunes et auprès de leurs parents par la suite. Les thèmes abordés, évidemment, c'était les perceptions de chacun face à l'autre, finalement, le jeune versus son parent, qui portait sur les habitudes de vie, les croyances, les valeurs, les sentiments, etc. Et la deuxième activité a été animée auprès des parents seulement, et celle-là traitait des valeurs dans leur vie et comment, quels moyens ils utilisaient pour transmettre ces valeurs-là à leurs jeunes dans la vie courante de tous les jours. Donc, j'ai animé une activité avec les parents du groupe Ensemble on persévère avec Daniel en début d'année scolaire. L'objectif, c'était de préparer les parents à une rentrée scolaire positive. Donc, une rentrée scolaire avec leurs jeunes qui va être motivante, stimulante, agréable, puis qui ne fera pas référence aux échecs nécessairement de l'année dernière, mais dans le but de partir une nouvelle année sur une... Daniel, pour moi, c'est comme un peu Jésus. Il m'a beaucoup aidé. Il a vraiment fait une belle job avec moi.
Pour moi, c'est comme... pour lui, c'est un joueur d'échecs. Il prévoit vraiment ses coups à l'avance, puis je suis content de l'avoir. Je suis chanceux. Il y a des bons outils de travail parce que, en tout cas, moi, avec Jasmin, on a vu un déblocage immédiat là-dedans. Ça a tout de suite porté fruit, puis je pourrais souhaiter à tous les parents qui embarquent dans un programme comme ça, qu'il y ait un parrain comme Daniel pour les parrainer pour faire en sorte qu'il y ait le même résultat que moi. Là. Ça, c'est positif. Puis Daniel il a été capable de nous réunir puis de nous donner des outils pour qu'on puisse travailler ensemble. J'ai 18 jeunes dans le projet. Puis ces 18 jeunes-là, c'est comme mes enfants. Je suis toujours, oui, en inquiétude, tout ça, sauf que je suis fier de leur réussite, je suis fier de leur persévérance, je suis fier à chaque fois qu'ils arrivent à régler un problème à la maison, tout ça. Ça sentait bon dans le carrefour la semaine avant Noël parce que tous les parents avaient apporté des plats pour un souper communautaire ensemble. Puis je disais à Daniel, l'intervenant, je dis, la dernière fois qu'on a présenté ton vidéo, j'ai parlé de ta vie personnelle. Il dit, ah ouais, comment ça? J'ai dit au monde que tu avais 4 enfants, puis il y a quelqu'un qui a dit, ouais, ça en fait 22. Ah, c'est correct, tu as pu le dire. Pour le prochain projet, M. Frappier le connaît bien, c'est Alternative Suspension. Un projet auquel vous croyez. Vous avez été un bon référent pour les jeunes aussi au niveau d'Alternative Suspension. Ce sont 6 écoles qui participent sur le territoire de la Commission scolaire des Samars, c'est-à-dire dans les 4 MRC. Les jeunes viennent chez nous pour vivre un moment. Ce sont des jeunes du secondaire. Et Bianca Bourbeau vous en parle. Le rôle d'Alternative Suspension, le nom du programme le dit par lui-même, c'est d'offrir une alternative à la suspension traditionnelle. Essentiellement, notre objectif, c'est de supporter le jeune de façon à ce que son exclusion scolaire soit vécue de façon positive. Quand un jeune est suspendu, il est généralement en crise, il est suspendu de l'école pour diverses raisons. C'est jamais positif. Donc, notre objectif, c'est d'accueillir le jeune dans cette crise-là et de l'accompagner dans sa crise de façon à que ça devienne profitable pour lui. Pour Alternative Suspension, c'est de mobiliser tous les adultes significatifs autour du jeune de façon à envoyer le même message, c'est-à-dire que le jeune est important pour lui et que sa réussite scolaire lui tient à cœur. Mon rôle dans Alternative Suspension, je suis en fait un médiateur. Je suis là pour faciliter la communication entre l'école, le parent et le jeune, parce qu'on est dans une situation de crise, donc c'est important de favoriser cette communication. Selon moi, la force du projet, tout d'abord, c'est l'implication des parents. Les parents sont sollicités dès le début du processus, de la démarche. On a un suivi quotidien avec le parent qui nous permet de supporter le jeune, de le connaître davantage. C'est une collaboration qui est nécessaire et importante. Nous, on ne connaît pas les jeunes. Ils nous arrivent, ils sont parachutés là. On a 5 jours pour intervenir auprès d'eux autres. Donc, on s'entend que la présence des parents dans le programme est nécessaire. Il y a aussi que le parent accompagne le jeune lors de sa réintégration à l'école. Un des gros impacts d'Alternative Suspension, c'est justement de nous offrir une autre alternative que d'envoyer le jeune, exemple, à la maison ou à l'interne ici à l'école et ne pas avoir vraiment de suivi. C'est-à-dire, lorsqu'on a une suspension à l'extérieur de la maison, il y a toujours une rencontre avec les parents qui est obligatoire au retour. On ne peut pas dire qu'il y a un travail en profondeur qui est fait par le parent à la maison, souvent parce que le parent travaille, qui est pas présent, et que les jeunes se retrouvent souvent seuls à la maison. Tandis qu'avec Alternative Suspension, ce qui est le fun, vraiment, c'est qu'on a
une bonne collaboration dans le sens où on travaille des choses précises ensemble et c'est toujours ce qui a donné des résultats. Au niveau de la confiance du parent envers l'école, ça ramène souvent beaucoup de choses. Dans le sens où le parent sent qu'on s'occupe de son enfant, qu'on offre autre chose à son enfant qu'une simple suspension. Nous, on l'a toujours travaillé en disant que c'est un investissement qu'on fait avec l'enfant. Une prise de conscience sur moi-même, qui je suis, mes forces, mes faiblesses. L'atelier des métiers qui m'a permis de voir quel métier qui me ressemble le plus. L'atelier des budgets qui m'a permis de voir c'était quoi vraiment la vie du futur. L'atelier des intelligences multiples qui fait que je me connais par cœur à cette heure. Je suis plus ouverte avec mes parents, plus tolérante, je vois mon futur d'une nouvelle façon. J'ai fait des meilleurs choix. C'était vraiment une expérience positive qui me permet de prendre un moment de recul avec l'école, avec ta vie du quotidien. Puis ça te permet aussi de comprendre qu'est-ce que tu as changé dans ta vie de tous les jours. Ce qui m'a apporté de différent de faire l'alternative suspension, c'est que je n'étais pas laissé à moi-même chez moi à jouer au Xbox. J'étais obligé de faire des travaux à programmer le code. L'alternative suspension, une suspension de bien aussi. Tu parles pas de sirène de ton temps chez vous à rien faire, au moins tu prends la matière là-dedans avec l'après-midi, et puis l'après-midi, ça peut la repasser. C'est tout là. On essaie de mixer aussi la dernière activité. C'est une jeune décrocheur qui fait partie d'un autre projet au Carrefour qui est venu donner un atelier aux jeunes qui sont suspendus. Alors, on essaie qu'ils rencontrent toutes sortes de monde. Fait que dans Alternative Suspension, les deux garçons que vous avez vu M. Berger de l'école. Il disait, lui, c'est mes deux terreurs. Puis comment c'est fait, le Carrefour à Joliette? C'est quand tu rentres, il y a un long corridor, puis il y a plein de monde qui travaille. Puis là, tu arrives dans une aire où est-ce qu'il y a beaucoup d'intervenants, il y a beaucoup de jeunes. Hein? Puis chez nous, c'est 16-35 ans. Fait que c'est le seul projet où on accueille des jeunes, puis avec surveillance sur l'heure du midi, ils ont 12 ans. Là, quand ils rentrent, ils sont moins kings quand ils rentrent. Ils ne sont jamais venus. Puis là, ils voient qu'il y a plein de monde. Alors, la première journée, ils sont peu parlants. Ils jasent pas trop. Fait que le matin, c'est vraiment de l'aide aux devoirs pour que le jeune arrive avec son nécessaire fourni par son professeur. Et là, il s'avance dans ses travaux scolaires pour ne pas accuser de retard à l'école. Et dans l'après-midi, il y a des thèmes pour faire une réflexion sur le sens que les jeunes, ils sont au maximum 6 à la fois, ils ne viennent pas des mêmes écoles, ils ne se connaissent pas. Pour donc des ateliers en individuel ou en groupe pour que le jeune donne un sens à l'école. Et quand il revient à l'école, l'intégration se fait avec la psychoéducatrice chez nous, le parent, le référent, l'école qui l'accueille. Et le jeune est obligé de dire, ma réflexion, ça ressemble à ça, j'ai envie de m'enligner comme ci, comme ça. C'est un projet qui vit au Carrefour depuis 5 ans. Le dernier, c'est un projet où M. Fontaine, vous connaissez, puisque vous voyez beaucoup l'administration de ce projet-là. M. Fontaine est du Centre multiservice des Samars, Jonathan. Alors, c'est Segunda Suerte. On est en la 12e édition de ce projet-là. On a gagné l'année dernière le prix national du projet d'intégration socio-professionnelle avec un volet de coopération internationale à l'étranger. Tantôt, Mme Rousseau, vous parliez que des fois, il faut des bonbons. Nous, le stage de coopération qui se passe depuis les 4 dernières cohortes au Pérou, c'est le bonbon. Mais quand le jeune vient s'inscrire à ce projet-là, il faut qu'il nous prouve dans un processus de sélection qu'il s'en vient là pour retourner à l'école. Alors, c'est vraiment... et en plus, il doit persévérer à l'éducation des adultes. Alors, c'est le dernier projet qu'on vous présente.